le président russe, Vladimir Poutine, met tout ce qui lui reste contre l'Ukraine, lançant une grande offensive estivale dans l'espoir de gagner du terrain et de pousser son camp vers la victoire. Mais de nombreux experts à travers le monde, y compris certains en Russie même, qualifient cette décision d'énorme erreur. Une erreur qui pourrait bien être la dernière de Poutine avant que son invasion et son régime ne s'effondrent complètement. Une bonne fois pour toutes. L'offensive estivale en cours est l'une des plus grandes et des plus agressives manœuvres russes depuis le début de la guerre. Un grand nombre de soldats se sont massés dans des régions clés le long des lignes de front, lançant des assauts répétés sur des villes et villages ukrainiens, et même sur des villes stratégiques importantes comme Pokrovsk, considérées comme un centre logistique crucial pour l'Ukraine. Cela a permis au Kremlin de réaliser des gains territoriaux. Il a finalement annoncé la prise complète de Louhansk à la fin du mois de juin, après avoir contrôlé environ 99% de la région pendant plusieurs années. Il contrôlerait également plus des 2/3 de la région de Donetsk, qui a été le principal champ de bataille de la guerre jusqu'à présent. Avec des combats intenses et quasi ininterrompus, les Russes en Mongolie ont finalement réussi à prendre du territoire autour de la ville stratégique de Konstantinivka. Les soldats ukrainiens défendent toujours vaillamment la ville, mais ils sont lentement encerclés à l'est, au sud et à l'ouest. Les forces russes ont également fait leur première incursion dans la région de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, et ont frappé la région de Soumy avec une force de 50 000 hommes, pour appuyer ses offensives sur le terrain. La Russie a également intensifié ses bombardements aériens, envoyant des quantités records de drones et de missiles au-delà de la frontière pour cibler les soldats et les civils ukrainiens. Le nombre d'attaques de drones observées pendant les mois d'été de juin et juillet est environ 500% plus élevé que celui des mois précédents. Rien qu'en juin, on a compté bien plus de 5000 frappes de drones au total, et juillet devrait égaler ou dépasser ce chiffre. Les drones en question sont principalement des modèles de type Shahid iranien. Mais la Russie lance également des drones leurs, conçus pour distraire et perturber les systèmes de défense aérienne ukrainiens, et gaspiller des ressources précieuses, comme les missiles intercepteurs, ainsi que d'autres types de drones kamikazes mortels. Le Kremlin a également beaucoup investi dans la production de drones pour alimenter ses attaques totalement de plus en plus massives. Il a construit de nouvelles usines de drones dans l'espoir de produire des milliers de drones nationaux chaque mois. Et cela pourrait entraîner des attaques encore plus intenses, auxquelles les défenseurs de l'Ukraine devront faire face dans les semaines et les mois à venir. En effet, le 4 juillet, le commandant des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine, le major Robert Brovdi, l'a suggéré. L'augmentation des stocks et des taux de production de drones par la Russie pourrait bientôt conduire à des attaques impliquant 1000 drones à la fois. Récemment, le général de division Christian Freuding, chef de l'état-major de la planification et du commandement du ministère allemand de la Défense, a fait une évaluation encore plus alarmante. Il estime que la Russie pourrait être capable de lancer jusqu'à 2000 drones en une seule frappe avant la fin de l'année. L'Institut pour l'étude de la guerre a confirmé ce point de vue, écrivant dans son évaluation de la campagne offensive russe du 20 juillet. L'augmentation des capacités de production de la Russie ces derniers mois a permis à la Russie d'accroître considérablement ses frappes en un laps de temps relativement court. La Russie lançait rarement plus de 200 drones par nuit entre janvier et mai 2025, mais elle a ensuite augmenté le nombre maximal de drones lancés en une nuit, passant de 250 à la fin mai 2025 à plus de 700 au début juillet 2025. L'utilisation par la Russie de drones d'attaque à sens unique dans ses frappes nocturnes a augmenté à un rythme mensuel moyen de 31% en juin et juillet 2025. L'Institute for the Study of War estime que la Russie pourrait être capable de lancer jusqu'à 2000 drones en une nuit d'ici novembre 2025 si la tendance actuelle de croissance de l'utilisation des drones se poursuit. À première vue, tous ces faits et chiffres sont très préoccupants, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, c'est que, malgré toute sa propagande tapageuse et ses attaques intensives, la Russie peine toujours à gagner du terrain dans bon nombre des zones qu'elle vise. Grâce aux efforts défensifs extraordinaires de l'Ukraine, soutenus par les alliés de tout l'Occident, la Russie a peu de résultats à montrer en retour pour son offensive estivale. Jusqu'à présent, les statistiques montrent que le Kremlin gagne moins de 6 miles carrés par jour. Au cours de l'année écoulée, il a fallu 0,01 mile carré pour chaque soldat russe tué. Et même si ce rythme s'est accéléré ces dernières semaines, il faudra encore littéralement des décennies
à la Russie, certaines estimations suggérant qu'il lui faudrait entre 80 et 90 ans au total pour conquérir l'ensemble du pays. Même si Vladimir Poutine ne voulait prendre que les 4 régions qu'il visait à l'origine, à savoir Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Cela demandera encore plusieurs années d'efforts. Certaines estimations suggérant que la prise complète des 4 régions n'interviendrait pas avant 2029. Et le temps n'est pas le seul prix que la Russie doit payer pour ses gains limités. Elle perd également un grand nombre de soldats chaque jour. Les estimations suggèrent que le pays pourrait avoir jusqu'à 13 millions de victimes à ce stade, avec jusqu'à 350 000 morts. Certaines sources suggèrent que plus de 30 000 Russes ont déjà été tués depuis. L'offensive d'été a commencé début mai, ce qui montre à quel point la campagne a été désastreuse jusqu'à présent. Et pourtant Poutine continue d'avancer. Le président russe veut sans aucun doute que l'Ukraine et le reste du monde voient cette grande offensive d'été comme une démonstration de force. Une démonstration de toute la puissance de l'armée russe. Mais cela peut aussi être vu comme un signe de toute autre chose. Du désespoir. La dernière tentative d'un homme qui sait que son temps est compté. Parce que le temps de Poutine est très certainement compté, et ce à plus d'un titre. Tout d'abord, il n'est plus tout jeune, et il approche actuellement de son 73e anniversaire. Bien qu'il y ait une histoire de longévité dans sa famille, son père a vécu jusqu'à 88 ans, tandis que son grand-père est décédé à 86 ans. Le temps finira par rattraper Poutine, comme tout un chacun. Le stress et les bouleversements constants de la guerre auront probablement aussi eu des répercussions sur sa santé. De plus, il y a eu de nombreuses rumeurs et des rapports non confirmés selon lesquels le dirigeant russe lutterait contre une sorte de maladie chronique. Avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré plus tôt cette année qu'il mourrait bientôt, que c'est un fait, et que tout sera terminé. Il s'est rajouté « Je suis plus jeune que Poutine, alors pariez sur moi, mes perspectives sont meilleures. » Cependant, plus important que l'âge est la position de pouvoir de Poutine, qui est de plus en plus menacée, selon divers experts. Et plus la guerre se prolonge sans aucune victoire russe claire et définitive, plus cette menace grandit, et plus la position de Poutine s'affaiblit. N'oubliez pas qu'au début de la guerre, Poutine aurait supposé que tout serait terminé, en quelques jours seulement. Qu'il pensait que ses forces marcheraient jusqu'à Kiev et y dresseraient un drapeau russe en rencontrant peu de résistance en chemin. Peut-être imaginait-il un grand défilé de la victoire, avec d'immenses foules de Russes et d'Ukrainiens acclamant son nom, consolidant ainsi son héritage comme le plus grand dirigeant que son pays ait connu depuis Pierre le Grand. Mais cela ne s'est pas produit. L'Ukraine a résisté et continue de le faire de toutes ses forces, et la guerre est devenue un bourbier sanglant et coûteux pour le Kremlin. L'économie russe a été paralysée au point que même Poutine a admis sa défaite, et s'est engagé à réduire les dépenses de défense en 2026. Et d'innombrables vies ont été perdues en chemin. Et il vaut la peine de se rappeler que ces soldats tombés étaient que des fils, des frères, des maris et des pères. Ils laissent derrière eux des familles et des amis en deuil en Russie. Et plus les Russes sont en deuil, plus ils sont susceptibles de tourner leur colère et leur ressentiment vers le Kremlin et contre Poutine lui-même. Même si beaucoup ne l'admettront pas par peur d'être punis par l'État. Il y a sans aucun doute beaucoup de Russes qui sont profondément en colère contre le président pour avoir conduit tant d'hommes à la mort. Sa popularité aura presque inévitablement diminué, le plaçant dans une situation précaire et presque impossible. Doit-il continuer la guerre et continuer à jeter toutes ses ressources sur l'Ukraine, en espérant que la stratégie de la force brute finira par porter ses fruits, quel qu'en soit le prix? Ou devrait-il tout arrêter, prendre place à la table des négociations, et faire ce qu'il peut pour conclure un accord qui ne semble pas trop mauvais, aux yeux du public russe et du reste du monde? C'est un dilemme perdant-perdant pour le dirigeant russe, et quoi qu'il fasse ensuite, la situation risque presque à coup sûr de s'aggraver pour lui. Cela a été parfaitement résumé par l'analyste géopolitique indépendant et open source Paul Warburg lors d'une interview avec Jonathan Fink pour le podcast politique Silicon Curtain de Fink. Et donc, c'est une position très vulnérable et il n'y a vraiment aucune issue à cela. Poutine ne peut pas dire avec 100% de certitude « Oui, si je fais ce choix, mon régime va survivre ».
C'est pourquoi l'offensive de l'été risque de s'avérer être la plus grande, et peut-être la dernière erreur de Poutine avant que son règne désastreux ne prenne fin. Il a tout misé sur cette attaque, il s'est engagé à fond, lançant chaque drone, missile et soldat en Ukraine, depuis autant de directions différentes que possible, espérant que la pression finira par faire son effet, et que les défenses ukrainiennes finiront par céder. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. La Russie réalise quelques avancées, mais celles-ci sont insuffisantes pour mener le pays vers une victoire. Et les pertes s'accumulent, et il ne s'agit pas seulement de pertes humaines. La Russie a également dû dire adieu à d'énormes quantités d'équipements, elle aussi. Cela comprend des chars, de l'artillerie, des blindés, des systèmes de défense aérienne et même des avions de chasse. L'Ukraine a utilisé ses stocks d'armes nationales et les aides de l'OTAN pour détruire d'innombrables cibles russes. Bien que les estimations varient, il est probable que des milliers de chars ont été détruits, ainsi que de nombreux autres véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie, des lance-roquettes, des canons anti-aériens, des systèmes de missiles, des véhicules du génie, des systèmes d'artillerie, des radars, et ainsi de suite. Tout cela a été rendu possible grâce à l'utilisation intelligente et stratégique par l'Ukraine de ses ressources pour contrer les menaces russes, ainsi qu'à ses attaques, soigneusement planifiées sur le sol russe. Comme l'emblématique opération toile d'araignée du 1er juillet. Sur le terrain, la situation est tellement mauvaise que la Russie a dû réécrire sa doctrine. Gardant ses chars et véhicules blindés en réserve, profondément à l'intérieur de son territoire, et envoyant plutôt des troupes en Ukraine, à pied ou à bord de simples véhicules civils comme des motos et des quads. C'est censé être l'une des armées les plus puissantes du monde. Pourtant, ces soldats sont réduits à avancer en voiturettes de golf vers les chars ukrainiens. En plus de cela, les forces russes ont également été aperçues ces derniers jours, en train de piller des entrepôts datant de l'époque soviétique, tentant de sortir de vieux chars rouillés de leur retraite. Certains de ces chars ont environ 50 ans et sont complètement dépassés selon les normes militaires modernes, ce qui montre à quel point le pays est désespéré de renforcer ses forces terrestres. Ensuite, il y a les innombrables drones et missiles qui sont abattus chaque jour, chacun représentant des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Complètement gaspillés, incapables d'atteindre leur cible ou d'infliger le moindre dégât. Toutes ces pertes s'accumulent jour après jour, rendant la Russie et Vladimir Poutine de plus en plus faibles. Cette offensive était censée être la plus grande attaque de la Russie, pouvant mettre fin à la guerre et marquer le début de la marche vers la victoire. Des officiers russes capturés l'ont même admis. Les commandants du Kremlin ont qualifié l'offensive de l'été de dernière tentative pour briser le moral ukrainien et porter un coup final dévastateur à l'armée du pays. Cela a été confirmé par l'analyste militaire russe indépendant Valery Shirayev lors d'une interview avec la chaîne d'information russe Radaxia, qui a déclaré « Son objectif est de détruire le potentiel militaire de l'Ukraine, son armée. S'il n'y a pas d'armée, l'État serait sans défense. Cela permettrait alors à la Russie d'atteindre enfin ses objectifs. Et, comme l'a lui-même déclaré Poutine, ces objectifs vont bien au-delà des territoires initialement visés comme Louhansk et Donetsk. Je l'ai déjà dit, les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Il y a une vieille règle qui dit que partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Mais l'offensive d'été ne fonctionne pas, du moins pas au rythme dont Vladimir Poutine a besoin, car ses jours sont littéralement comptés. Le président américain Donald Trump, qui a changé plusieurs fois d'approche concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a récemment annoncé un énorme paquet d'aide pour l'Ukraine, payé par les alliés de l'OTAN, ce qui inclura tous les importants missiles et batteries Patriot pour repousser les bombardements aériens. Trump a également fixé à Poutine un délai strict de 50 jours pour mettre fin à la guerre et accepter un accord de paix, ou affronter des droits de douane historiquement élevés. Ces tarifs toucheraient non seulement la Russie, mais aussi tout pays qui continuerait à faire des affaires avec elle, comme la Chine. Ils ont le potentiel de mettre l'économie du pays à genoux en un temps record, plaçant Poutine dans une position encore plus périlleuse. Et les riches oligarques qui ont entouré et soutenu le président russe pendant si longtemps seront sans aucun doute de plus en plus inquiets à la suite de la dernière menace de Trump. Comme le note Warburg, il y a aussi des oligarques autour de Poutine qui deviennent évidemment de plus en plus frustrés parce qu'ils sont devenus oligarques pour devenir riches, pour obtenir de l'argent facile, pas pour, vous savez, risquer tout ce qu'ils possèdent dans ces aventures étrangères. Les analystes ont ajouté que le grand public russe aussi risque de commencer à perdre confiance dans la guerre, devenant moins enclin à s'engager
et à soutenir la quête impitoyable de pouvoir de Poutine. Le régime est fragile de nombreuses manières. Bien que nous ignorions où se situe précisément le point de rupture, il est certain qu'il existe. Cela ne peut pas durer éternellement, et c'est en essence le cœur du problème. Cela ne peut pas continuer indéfiniment. Quelque chose doit finir par céder. La Russie ne peut pas maintenir cette intensité. Elle ne peut pas continuer à perdre des troupes et du matériel à ce rythme tout en progressant aussi lentement. Ce n'est pas une stratégie militaire viable ou durable. Et même si la Russie a dépensé des sommes records pour maintenir la guerre, l'argent s'épuise, et cela va continuer. Malgré ses tentatives de poursuivre l'invasion, Poutine ne pourra pas continuer ainsi éternellement. Même sa tentative désespérée de recruter plus de soldats en leur offrant d'énormes primes exceptionnelles est à courte vue et vouée à l'échec tôt ou tard. Finalement, l'économie ne sera plus assez forte pour soutenir ce système, ou bien le moral sera tellement bas dans tout le pays qu'aucun jeune homme valide restant en Russie ne voudra s'engager, peu importe la somme d'argent qu'on lui propose. À ce moment-là, la seule option qui restera à Vladimir Poutine pour maintenir le noyau de son armée et atteindre l'objectif qu'il s'est lui-même fixé de 15 millions de membres en service actif sera la conscription forcée. Cela aussi comporte de nombreux inconvénients, et pourrait pousser une population mécontente et en colère à une révolte totale. Cela ramène encore une fois au concept central selon lequel Vladimir Poutine est coincé entre le marteau et l'enclume. En s'engageant dans l'offensive d'été, il s'est en réalité acculé, lui et son régime, dans une impasse sans issue évidente. Et Warburg ne voit pas de fin heureuse à l'horizon pour le dirigeant du Kremlin. Ma thèse, que j'avance dans la plupart de mes vidéos, c'est que la situation va devenir de plus en plus laide. De plus en plus laide. Et la Russie devra en arriver à un point de défaite militaire totale, ou à un changement de régime, pour que cela prenne finalement fin. Malheureusement, ce ne sont pas seulement les voix occidentales ou pro-ukrainiennes qui avancent à ces affirmations. Même en Russie, des nationalistes endurcis s'élèvent contre le Kremlin, et prédisent un avenir sombre pour Poutine. Igor Gourkine, par exemple, également connu sous le pseudonyme Igor Ivanovitch Strolkov, est un vétéran de l'armée russe, et ancien officier du service fédéral de sécurité. Le service fédéral de sécurité. Il a joué un rôle clé dans l'annexion de la Crimée par la Russie et dans la guerre du Donbass. Malgré sa position pro-guerre, il a critiqué à plusieurs reprises l'armée russe et la direction du pays pour ce qu'il considère comme de l'incompétence et de l'inefficacité. Ce qui a conduit à son arrestation par les autorités russes. Plus tôt cette année, il a rédigé une longue déclaration qui a été traduite et paraphrasée par Jonathan Fink, dans laquelle il soutenait que la Russie n'avait aucune chance de gagner la guerre en raison de ses échecs jusqu'à présent et d'un manque de leadership fort, notant « Nous ignorons les menaces croissantes, rien de bon ne nous attend, ni maintenant, ni dans un avenir proche ». Un autre commentateur russe pro-guerre, Maxime Kalichnikov, a fait écho aux propos de Guerquin. Kalichnikov, écrivain et militant politique, a fondé en 2023 un mouvement célèbre appelé le Club des Patriotes en colère, qui était composé de divers nationalistes russes, qui critiquaient l'incapacité de leur gouvernement à gagner la guerre en Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, Kalichnikov a proclamé que la Russie sait qu'elle ne peut pas gagner la guerre, suggérant qu'une trêve ou un accord de paix est la seule issue possible. Je pressens que la guerre pourrait se terminer dans le Caucase du Nord. Nos troupes sont insuffisantes. Des blessés pas totalement guéris sont même envoyés au front. C'est un problème terrifiant. Il est clair qu'en ce moment, il y a une lutte pour geler le conflit. Il est clair que Moscou voit qu'elle ne peut pas gagner. Maintenant, tout le monde parle d'une trêve. Oui, lorsque même les grands nationalistes et les commentateurs pro-guerre peuvent voir que les efforts de Poutine ne fonctionnent pas, c'est un très mauvais signe pour le président russe. Cela montre à quel point son statut a chuté, comment son image de leader puissant et décisif s'est effondrée. Désormais, même pour ceux qui le considéraient autrefois comme un héros, il paraît de plus en plus faible et désespéré. Et son dernier coup de dé n'a aucune chance de se dérouler comme il le souhaite. Les défenses de l'Ukraine sont trop solides, et les forces de la Russie ne sont pas assez puissantes pour réaliser les percées majeures dont elles ont besoin. Les tactiques échouent, le chaos se répand dans les rangs russes. Et peu importe les mesures extrêmes auxquelles Poutine a recours pour soutenir son régime affaibli, un effondrement total et absolu semble plus probable et imminent que jamais auparavant. Découvrez maintenant notre analyse détaillée sur le désespoir de Poutine et les raisons pour lesquelles la Russie ne peut pas remporter cette guerre. Ou comment un ancien premier ministre russe a prédit la chute du président. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne d'informations fiables pour recevoir d'autres mises à jour en direct et des analyses pertinentes depuis le front et au-delà.